Alors, ce soir, je vais essayer de continuer à nous approcher du réel de la jouissance. Pour autant que ce qui est en jeu dans le transfert, et je le redis une nouvelle fois, ceci c'est, me semble-t-il, essentiellement ce que transmet Lacan dans les séminaires qui suivent 1968, c'est-à-dire à partir de 70 essentiellement, quand il va notamment aborder la question du discours. On n'est plus dans les énoncés, on n'est plus dans la compréhension, on est dans quelque chose qui est une approche de ce qu'il a lui-même inventé, l'objet petit a, qui est différente. Ou du moins, si elle n'est pas tout à fait différente, elle n'est plus identique, il y a quelque chose d'autre. Il le dit lui-même, j'ai cité souvent cette référence au 21 mai 1974, quand il dit que c'est à partir du moment où il a élaboré la notion de discours. Alors nous savons qu'il y aura les cas de discours, mais la notion de discours, et donc d'un discours particulier qui est le discours analytique, à partir de 4 lettres qui sont ce qu'il appelle un écrit, donc on n'est plus du tout dans ce qui est raconté, on n'est plus dans l'histoire non plus, en tant que tel, on n'est plus dans le sens, c'est-à-dire que ce discours psychanalytique qui repose donc sur l'écrit, il distingue bien l'écrit et l'écriture, de 4 lettres, avec 2 barres, avec les 4 lettres, je vous rappelle, petit a, S barré, S1, S2, 2 barres. À partir du moment où il a défini le discours analytique que lui définit comme tel, en référence à ce discours, il va pouvoir définir 3 autres discours. Discours universitaire, discours du maître, discours hystérique. Bon, ceci est un rappel pour nous arracher je dirais à toute psychologie, même psychologie des profondeurs, et puisque c'est de là dont nous sommes partis au mois d'octobre, à une certaine conception de l'imaginaire et de l'image qui ne peut plus se concevoir, c'est dans ces années-là, les années du séminaire encore, les années du séminaire Les Noms du Père, donc 72, 73, 74, c'est à ce moment-là qu'il élabore, c'est un savoir qu'il élabore, cette dimension du nœud, il va appeler ça mon neubo, le nœud borroméen, en précisant que sur les 3 qui forment le nœud borroméen, le symbolique, l'imaginaire et le réel, ces 3 dimensions sont équivalentes, et surtout que dès que l'une est dénouée, les 2 autres sont libérés. Ce qui compte, c'est la fonction nodale. Et par rapport à cette fonction nodale, il précise 4 fonctions modales. Modales, on est dans la musique, là, 4 fonctions modales, qui sont, on aura l'occasion de revenir là-dessus, je crois, qui sont, il l'a déjà élaboré, mais je ne pense pas de façon aussi importante. Alors, je dis tout ça parce que ça va nous préciser un peu ce qu'est le réel de la jouissance. On ne peut pas en parler comme ça, on ne peut pas dire la jouissance, c'est quelqu'un qui... Non, ça c'est... La jouissance, ça
ça s'articule pour Lacan à la dimension du discours, c'est-à-dire à ce qu'il appelle un lien social articulé à cet écrit de 4 lettres. Alors, les 4 fonctions modales qu'on peut rencontrer dans le discours sont évidemment ce qui est absolument recouvert, l'impossible, le nécessaire, ce qui ne cesse pas, nécessaire ne cesse pas, ce qui ne cesse pas de s'écrire, qui est très proche de ce qu'on peut appeler le symptôme, ce qui ne cesse pas de se dire et de s'écrire, le contingent, ce qui cesse de ne pas s'écrire, un renversement, ce qui cesse de ne pas s'écrire, et le possible, ce qui cesse de s'écrire. C'est autour de ça que, dans ce moment-là, Lacan ne cesse d'interpeller ceux qui viennent à son séminaire de différentes façons, et c'est autour de ça qu'il élabore le savoir et qu'il s'étonne qu'un savoir de la jouissance n'ait pas été jusque-là abordé. Ce qui a été abordé jusque-là, c'est la présence, effectivement, du savoir, et ceci essentiellement à partir de Galilée et de Descartes, qui vivaient pratiquement au même moment. On peut dire que la date importante est juin 1633, au moment où le dialogue en écrit de Galilée est condamné. Il s'agit effectivement de quelque chose qui change, puisque ce n'est plus le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais ça va au-delà, c'est condamné par le Vatican. Et Descartes apprend ça dans les mois qui suivent, au point que son écrit, c'est le cas de le dire, son écrit qui était tout près de paraître, et qui était lui aussi un discours sur le monde, la conception du monde, va être différé, sans doute remanié, parce que vous savez que Descartes, c'est quelqu'un qui a été élevé chez les jésuites, qui a un savoir qui est élaboré à partir de ce qui est en place à ce moment-là du côté du savoir, c'est-à-dire un espace tel qu'on l'a appris, avec, je dirais, l'abscisse et l'ordonnée, c'est-à-dire 2 dimensions, et une temporalité, qui est la temporalité telle qu'on peut la mesurer, chronologique. Et donc, ce traité qui ne va pas paraître, va en fait paraître 4 ans plus tard, et c'est le discours de la méthode. Il change de titre complètement. Et l'année après, ou 2 années après, il écrit les méditations. Donc oui, il y a quelque chose, ces 2 personnes-là, apparemment, ne se sont pas particulièrement rencontrées. L'un est italien, l'autre français, mais il y a quelque chose qui se joue là. Et on peut dire, je crois qu'on va trop vite quand on dit, par exemple, que, on va trop vite, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez peut-être explicite, quand on dit que la psychanalyse vient des Lumières, sans doute, mais il s'agit de préciser plus particulièrement ce qui est en jeu, et on pourrait dire, à mon avis, ceci, je ne suis pas loin de la question de la jouissance, que, si on voulait placer un peu les choses, non pas historiquement, au sens où les choses se comprennent historiquement, mais en regard de ce qu'est un être parlant, parce que c'est ça qui se passe, c'est ça qui a lieu dans le transfert, on pourrait dire que, avant qu'ait lieu la Renaissance, donc dans cette dimension de cet âge, de ce Moyen-Âge, où se développe cette météore
ce météore, cette météore que Lacan va appeler à un moment comme ça, parce qu'il parle comme je parle, il parle sans note, qui est donc l'amour courtois, qui va donc apparaître à un certain moment. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle, effectivement, servitude des femmes à l'endroit des hommes, que, bien sûr, étant donné que, je reviens sur l'impossible dont je parlais tout à l'heure, étant donné que, justement, mais là, il faut prendre les mots pas du tout au sens commun, il est impossible d'écrire le rapport sexuel. Évidemment, c'est pas au sens du tout d'avoir des rapports sexuels, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose entre le signifiant homme, l'homme comme signifiant, et le signifiant femme, qui, de l'un et de l'autre, est à jamais impossible à écrire et à connaître. Donc, il y a quelque chose qui se passe par le biais de l'amour courtois, qui est que, on va dire que c'est une feinte, qui est qu'il est possible, du fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel, il est possible de recouvrir cette impossibilité par une feinte qui serait qu'on pourrait le contrôler. On pourrait l'organiser et on pourrait le contrôler. Et tout ceci est balayé par l'apparition à la Renaissance de tout ce qui revient à partir des Antiquités, et surtout à partir des dates dont j'ai parlé, la Galilée, Descartes, et qui va conduire aux Lumières, et donc à partir de l'apparition de la pensée, et donc du progrès scientifique qui en résulte. Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement, parce que c'est à partir de là que nous essayons de parler, qu'est-ce que l'on peut dire actuellement de ce qu'il en a résulté? Je crois qu'on peut avancer. C'est ça que l'expérience du transfert chez l'être parlant nous apprend, c'est que le développement de la science, non seulement, évidemment, rejette complètement cette impossibilité du rapport sexuel, mais va fixer, et on arrive un peu au thème de ce soir, va fixer ce que l'on peut rappeler le savoir, l'interrogation sur le savoir, sur l'acquisition de connaissances, et cette question de la connaissance apparaissait déjà auparavant. On trouve ça par exemple chez Aristote, dans sa façon d'expliquer les causes, la causalité. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Lacan fait remarquer à plusieurs reprises, c'est que cette dimension de la connaissance, en fait, elle repose sur quoi? Sur la dimension du fantasme, selon lequel il y aura un rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans la connaissance la rencontre d'une certaine activité et d'une certaine passivité. C'est-à-dire la rencontre de deux pôles. Par exemple, c'est toute la question de la rencontre de la forme et de la matière. C'est-à-dire que la forme va animer la matière, et il y a toute cette dimension fantasmatique du féminin et du masculin telle qu'elle est véhiculée, qu'elle continue à être véhiculée. Autrement dit, vous voyez que cette question sur laquelle s'appuie Lacan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, qui est cette dimension du masculin et du féminin qui est recouverte, cette impossibilité par la nécessité, est là depuis toujours, je dirais, depuis aussi loin qu'on puisse le savoir, et que finalement, c'est cette impossibilité même qui est importante, et que c'est ça qui est au cœur du transfert. Comment est-il possible que cette impossibilité, c'est-à-dire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, la dimension du sexuel, que Lacan va appeler le sexué, bien faire un tout petit écart et introduire quelque chose de l'ordre d'un signifiant, et non pas du signifié, comment ça fonctionne entre le sexué et la parole. Et donc,
Et donc, la psychanalyse, dans cette perspective-là, vous voyez, vient bien comme réponse aussi bien à cette question de la connaissance qu'à ce qu'élabore comme progrès la science. À ceci près que, notamment la science, recouvre ça au point que Lacan va parler d'asphyxie. Et il va dire que la psychanalyse, le psychanalyste, sa fonction est d'assurer une fonction en quelque sorte de poumon artificiel, c'est-à-dire que dans le parler, on revient à ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce qu'il faut, comme je le disais à partir de quelques lignes écrites par Saint-Luc, ce qu'il faut, c'est cette dimension de l'un et de l'unique, à ceci près que cet un, c'est celle d'une jouissance, la jouissance, non pas de l'un, mais de cette jouissance féminine, de ce réel de la jouissance féminine, que, effectivement, notamment, vous voyez, ce que j'ai essayé de dire, c'est que dans l'amour courtois, on s'en approche, mais que le développement scientifique à partir de Galilée et de Descartes, ça ne veut évidemment pas dire du tout que c'était leur intention, mais tel qu'il va se développer à partir de là, va conduire au fait que l'être parlant, pas l'être humain, l'être parlant va se trouver dans une position, effectivement, d'asphyxie, ce qui est une façon, je trouve, tout à fait élégante et beaucoup plus pertinente de parler du symptôme, et ce qui pourrait peut-être être, justement, puisque Paolo, tu me parlais d'un titre pour le colloque, ça pourrait tourner autour de ça, la dimension actuelle de l'asphyxie de l'être parlant. Je ne sais pas s'il faut le prendre comme ça, mais il y a quelque chose là qui est tout à fait intéressant, en tant évidemment que métaphore. Bon. Donc vous voyez que ce qui est en jeu chez chacun d'entre nous, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'art, notamment, bien sûr, c'est quoi? C'est parce que on a été mordu par le fait que ce qu'il faut, c'est trouver la jouissance qu'il faut pour que l'histoire continue. Je crois que c'est ça ce qui se passe dans une analyse. Ce qu'il faut, c'est trouver la jouissance qu'il faut. Et vous voyez, d'emblée, énoncé comme ça, est posée la question du falsus, du faux, à écrire de différentes façons, c'est-à-dire que, justement, la jouissance qu'il faut est à traduire par celle qu'il ne faut pas. Et entre les deux, mais je ne vais pas trop réduire, parce que si je veux élaborer une notion théorique qu'on a compris, qu'on passe à côté, il y a effectivement le refoulement ordinaire entre les deux. Donc, qu'est-ce que c'est que cette jouissance qu'il faut chez l'être parlant, qui évidemment n'est pas quelque chose qui est limité à ce qu'on appelle le plaisir, c'est quelque chose de plus conséquent, qui est lié au fait que nous soyons un être parlant, qui est lié à la parole, mais il faut préciser ce qu'est la parole, ça ne suffit pas, mais qui est lié au discours, et que le discours analytique aurait pour horizon de trouver, ça se trouve dans ce trou-là, que ça se trouve dans le trou du sens, en quelque sorte, que quelque chose puisse apparaître de ce réel, et ceci peut advenir, alors je fais appel un peu à ceux qui pratiquent effectivement la création artistique, quel que soit le domaine, lorsque quelque chose retient les corps invisiblement.
et pour faire un peu passer quelque chose, mais toujours à sa façon, Lacan, quand il essaie de passer quelque chose, de transmettre quelque chose, c'est toujours très ambigu. Je le citais la dernière fois, Lacan prend comme référence une image. Voilà l'image. Une image. Évidemment, ce n'est pas du visuel. C'est celle qui rend compte de ce que peut être le réel, pour autant qu'il advient du symbolique. Pas dans le sens inverse. Alors, on prend une image dans un séminaire, je ne sais plus lequel, du séminaire encore. Cette image, c'est celle qui a arrêté Spinoza. En général, quand on parle de Spinoza, on parle du désir, on parle de ce genre de choses. Je trouve qu'il est toujours intéressant de montrer comment quelqu'un peut être arrêté, un être parlant peut être arrêté par quelque chose, c'est ce qu'on appelle, disons, la sidération. La sidération, c'est quoi? C'est quand la nécessité s'arrête. Ce qui ne cesse pas de s'écrire s'arrête, c'est ça, c'est la nécessité qui s'arrête. Eh bien, Lacan, on pourrait dire, convoque Spinoza en train de regarder, arrêter, comme chacun d'entre nous peut l'être, dans cette position particulière, je dirais subjective, dans cette position où il fait tâche à ce moment-là par rapport à tous les savoirs qui existent. Et c'est le moment où Spinoza passait un temps infini à s'intéresser aux araignées. Qu'est-ce qui fait que Spinoza s'intéressait aux araignées? C'est ça la grande question. Et Lacan répond évidemment que, je pense que pour lui c'est du même ordre, c'est parce que sur cette surface d'image, telle qu'on peut l'avoir, la surface habituelle, on va voir, mais c'est pas ce qu'on voit qui compte. Comme sur un tableau, quelque chose apparaît, qui est cette image de la vie, qui est la création d'un texte, qui est la toile d'araignée. Sortir du ventre de l'araignée. Quelque chose qui va être ce travail de texte, et on comprend ce que c'est qu'un écrit, c'est pas ce qui va être dans la toile d'araignée, c'est l'imaginarisation après qui va nous emporter, mais qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, il peut trouver dans la nature, chez un être animé, le quelque chose qui fait qu'un être parlant peut être arrêté, parce que c'est ça qui compte, c'est toujours celui qui regarde au moment où il fait tâche, ça veut dire qu'il est regardé de façon singulière, pas comme les autres. C'est une expérience qui est tout à fait importante. C'est-à-dire que c'est comme ça que Lacan introduit dans les quatre concepts la dimension du regard, une expérience qui lui a été propre à lui, et dont il a pu parler, c'est-à-dire dont il a pu élaborer le savoir beaucoup plus tard. Évidemment, c'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut un temps d'élaboration après. Donc, ce qui est en jeu dans le transfert, dans ce qui retient les corps invisiblement, c'est la création. Alors, je crois que là on est dans une substance dont j'ai déjà parlé, qu'on peut appeler la substance jouissante, qui est à la fois le temps et l'espace, qui n'est plus l'espace, évidemment, tel qu'il est, tel qu'il peut être élaboré à partir de la dimension, je dirais, des dimensions cartésiennes, ni le temps non plus, ni tout ce qui peut être compris, ni la pensée. On n'est plus dans la dimension de la pensée. On est dans le fait qu'à un moment, j'insiste, un être parlant peut être dans la position où ce qui ne cesse pas de s'écrire
et qui recouvre ce qui est le plus vrai, pas au sens du sens, pas au sens du dit, au sens d'un dire. L'impossibilité du rapport sexuel, c'est un dire, c'est-à-dire que ça ne peut pas se dire comme dit. C'est la structure. Lorsque la nécessité, c'est-à-dire ce qui ne cesse pas, ne cesse pas, nécessité, lorsque la nécessité ne tient plus, alors, là, on voit bien ce que c'est que le nœud borroméen, je ne vais pas en parler véritablement, on voit bien, il y a quelque chose qui peut se nouer autrement, c'est-à-dire que du fait que ce qui ne cessait pas de s'écrire ne tient plus, alors, et c'est la contingence, apparaît ce qui cesse de ne pas s'écrire. Ce qui cesse de ne pas s'écrire. Et dans ce moment de contingence, qui est un moment particulier où les corps sont retenus insensiblement, qui peut avoir lieu, je pense particulièrement à mon expérience, il peut avoir lieu il peut avoir lieu à l'opéra, mais quand on parle, je dirais, quand on chante, il peut avoir lieu quand on danse, il y a quelque chose, un moment particulier, ce moment de contingence où du corps crée la voix, c'est pas la voix qui sort du corps, c'est qu'il y a une création du corps, et que la voix, on ne sait pas où, de toute façon, c'est pas la voix qu'on pourra analyser qui est importante. Il y a quelque chose qui fonctionne, sans doute on peut dire ce que sont les harmonies. On va dire qu'il y a de la couleur à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des aigus que des graves, en particulier, mais bon, je pense que il y aurait une autre façon évidemment d'en parler, et que c'est ça le possible. Le possible, c'est que ça cesse de s'écrire. Voilà l'écrit. Ça cesse de s'écrire. Donc ces 4 modalités sont importantes et ça nous amène à ce moment, et c'est un moment, à ce que Lacan va nommer la jouissance du corps, comme étant, comme il dit, celle de l'autre, grand A. Et comme le fait que cette jouissance du corps de l'autre, évidemment ne peut advenir que, je donne quelques éléments théoriques, que lorsque la jouissance dite phallique, celle du tout homme, celle du discours qui tourne en rond, celle qui est un obstacle au fait que l'être parlant qui s'inscrit dans cette jouissance phallique, n'est pas tout dans la jouissance phallique, et qui s'appelle le féminin, qu'il nomme comme étant féminin, et qu'on sort des barrières habituelles masculin-féminin, et c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, on est dans le langage, là, on n'est pas évidemment dans autre chose, il est possible d'ouïr quelque chose si le fait d'avoir été dans la position où ça ne cessait pas de nous jouer, ce que l'on appelle la dimension du fantasme, ce qui ne cesse pas de nous jouer peut permettre ce passage au fait de ce qui se jouit, qui est, pour retomber sur Descartes, la façon dont Lacan va transmettre le je pense donc je suis, qui n'est même pas je pense donc je suis, ni jouis, mais donc se jouit, pour montrer que tout ceci
sort de toute maîtrise, c'est un moment particulier, et on pourrait dire que la règle fondamentale, elle est faite pour que quelque chose puisse justement, du sens des mots et de ce qu'ils peuvent avoir d'hypersens, du fait de la dimension du réel qui prédomine sur le symbolique et l'imaginaire. Il importe donc que dans le transfert, alors là je vous dire l'avis d'après ceux qui sont parmi vous, qui sont soit psychanalystes artistes, soit artistes, s'ils se retrouvent dans ce que je dis, c'est-à-dire que, et c'est un couple qui existe depuis longtemps, ça existait déjà, enfin c'est quand même Saint Augustin qui a ramené ça, c'est pas le couple outil et fruit. On ne sait pas bien où il outil, c'est-à-dire l'usage en latin, et fruit, c'est-à-dire la jouissance. On ne sait pas bien où il a trouvé ça, mais enfin, si vous lisez De Doctrina Christiana de 397, vous allez trouver ça dans le chapitre 1er. Mais évidemment, c'est dans une perspective chrétienne, c'est-à-dire qu'il faut user de tous les moyens pour que l'on puisse jouir, après la mort, de cette contemplation de la Trinité. Qu'est-ce qu'il a écrit là-dessus? Est-ce que la dimension de l'athéisme, il n'y a pas besoin de savoir s'il faut être athée ou pas, c'est pas le problème. Dès qu'il parle de l'inconscient, on peut dire qu'ici l'athéisme. Dès qu'il dit que l'être parlant ne sait pas les pensées qu'il dirige, c'est l'athéisme. Il n'y a pas besoin, je crois, pour ça qu'il dit qu'il est athée, c'est classique, parce qu'il n'y a plus quelque part un être supérieur qui dirige, puisque c'est le langage et le discours. C'est ça. Enfin, c'est une approche particulière qui m'est apparue, notamment quand j'ai préparé ce que j'ai voulu dire sur Saint-Paul communautaire récemment. Donc, il y a depuis des lustres un conflit entre la dimension de l'usage, alors qu'on a évidemment tiré beaucoup du côté de user de l'autre, user des autres pour obtenir quelque chose. Et comme le psychanalyste, il n'est pas dans cette position-là, le psychanalyste, le problème c'est pas de savoir si on use des autres, ça c'est l'humanité, ça. Le psychanalyste, il use de quoi? Il est sensible à quoi? À comment? À la façon dont on use de quoi? Des mots. C'est ça qui se passe. C'est pas qu'ils comprennent, c'est pas qu'ils soient pâtissants, compatissants, etc. C'est les mots, c'est pour ça. Essayer de dire ce qui vient. Et donc, cette dimension-là de l'usage, toute la question qui est celle de ce qui ne cesse pas de s'écrire. Toute la question est celle de savoir ce qui fait qu'à un moment, je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, il est possible, et c'est ça le possible, si cette contingence a lieu, et la contingence pointe le moment de cette jouissance autre, on peut appeler aussi cette jouissance hors jouissance phallique, de cette jouissance féminine, de cette jouissance du corps, propre à tout être parlant, lié au langage. Il importe donc que dans le parler puisse être trouvé ce qu'il faut. Ce n'est pas un impératif, ce n'est pas le surmoi. Le surmoi, il n'est pas du tout là. Le surmoi, on n'est pas du tout dans la dimension où peut fonctionner le surmoi. Ce qu'il faut, ce qui nous rapproche du Zollichwerden. Je pense que c'est plus que ça. On peut dire que Freud n'a pas vu ça, mais on peut le trouver.
un malaise dans la civilisation dont on essaie de revenir, je crois qu'on aurait intérêt à le lire à partir de ça, parce que Unbehagen, quand même, Das Unbehagen, qu'on a traduit par le malaise, eh bien, si vous prenez la traduction allemande, littérale, Unbehagen, ça veut dire quoi? Behagen, ça veut dire ce qui convient, ce qui fait plaisir, ce qui va. Et Unbehagen, ça veut dire ce qui ne va pas. La question, c'est pas le malaise, alors on peut dire malaise, mais déjà on met du signifié, du sens. Donc c'est gênant, parce qu'après on va pas aller bien loin. Vous voyez que ce qui ne convient pas dans la culture, c'est justement cette jouissance. Cette jouissance qu'il ne faut pas. Et c'est pour ça que c'est problématique, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est problématique le rapport, depuis toujours, de l'homme et de la femme, au sens où j'en ai parlé, et ça le sera toujours, et ça ne peut pas être autrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toutes sortes de choses qui puissent avoir lieu avec ceux qu'on appelle les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension du fantasme qui vient recouvrir tout ça, bien sûr. Alors je ne vais pas m'aventurer aujourd'hui sur la façon dont est posé l'homme et la femme habituellement, l'homme en tant qu'objet petit a et la femme en tant qu'objet petit a pour l'homme et l'homme pour la femme en tant que signifiant. Bon, ça, ce sera un autre développement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai essayé de dire là aujourd'hui, puis ça m'est venu en parlant, c'est que finalement, depuis toujours, on peut trouver ça chez Aristote, mais Aristote ne le dit pas, il y a cette question que Lacan lui-même, et je dois dire, entre parenthèses, que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans la communauté analytique jusque-là, véritablement, que ce qui sert de lien chez l'être parlant, c'est cet élément de la structure, d'impossibilité, et qu'en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Cette impossibilité peut rater, c'est ça la contingence. C'est que ce qui ne peut pas, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, soudainement, c'est ça la contingence, cesse de s'écrire. Et quand ça a eu lieu, je pense que quand ça a eu lieu, eh bien c'est plus commun. C'est, à mon avis, c'était un peu attendu, cette histoire. Trouver la jouissance qu'il faut. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui.